Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vous présente dans le fond mes résultats de maîtrise, tout chaud sorti de ma maîtrise que j'ai déposée cette semaine. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous. Je vais me présenter brièvement pour que vous sachiez un petit peu dans quelle optique le projet s'inscrit. Je suis infirmière candidate à la maîtrise, puis je suis aussi infirmière clinicienne à la base, donc je pratique et j'accompagne des familles qui vivent des deuils. Donc, je fais des suivis tant individuels que familiales, puis aussi j'anime des groupes de deuil pour les personnes qui vivent des deuils. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Je travaille aussi en recherche avec Chantal d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est le sens des relations interpersonnelles suite à la perte d'un proche. Les objectifs de cette étude, puis la question de recherche, donc les objectifs, c'est de d'écrire et comprendre le sens des relations interpersonnelles chez la personne endeuillée suite au décès d'un proche. Puis la question de recherche qui guide ce projet, c'est comment se vivent réellement les relations interpersonnelles après le décès d'un proche chez la personne endeuillée. Pour ce faire, le cadre de référence qui a été utilisé, c'est le modèle de l'humain devenant de Rosemary Rizzo-Percy, donc un modèle très important au niveau de la pratique en sciences infirmières. Donc, je vous présente brièvement quelques principes de ce modèle. Donc, tout d'abord, on a le sens. Donc, le sens qui est la signification que la personne choisit de dégager d'un événement qui est vécu. Ensuite, on a le rythme, donc le rythme qui s'inscrit à travers les relations avec son environnement. C'est propice à changer, à se modifier à travers le temps et à travers les expériences qui sont vécues aussi. Ensuite, on a la notion de co-transcendance. Donc, lorsque la personne transcende, elle se projette au-delà des situations vécues et connues. Puis par la suite, dans la co-transcendance, on a aussi l'élément qui est co au niveau de la co-transcendance. Puis ça c'est attrait avec tout ce qui est relié au dépassement qui se produit lorsque la personne est en interrelation avec son environnement social. Puis, en terminant, la notion de paradoxe. Donc, les paradoxes, c'est deux états distincts qui s'opposent, telle une contradiction qui va être vécue par les personnes qui vivent des deuils. Donc, gardez ces éléments-là en tête au niveau du cadre de référence. On va en discuter tout le long de la présentation. Puis par la suite, avec la figure qui vient vraiment consolider tout ce qui a été, qui a émergé de cette étude-là, mais on va revoir chaque élément un à la fois. Au niveau de la recension des écrits, je vous ai présenté brièvement un bref survol de la recension des écrits. Donc, on va débuter par cela. Au départ, je vais vous présenter les attitudes de l'entourage au contact de la personne endeuillée. Puis la deuxième portion de la recension des écrits, ça va être les réactions de la personne endeuillée face aux attitudes de son entourage. Donc, on part avec les attitudes de l'entourage au contact de la personne endeuillée. Première étude qui regroupe 317 répondants non endeuillés. Cette étude-là s'est intéressée au deuil prolongé et au deuil non prolongé. Donc, un deuil qui se maintient dans le temps, donc qui perdure au-delà d'un an. Donc, les répondants étaient confrontés, devaient regarder des vignettes qui étaient fictives. Donc, certaines vignettes présentaient des personnes vivant des deuils prolongés et d'autres vignettes présentaient des personnes vivant des deuils non prolongés. Ce qui a émergé de cette étude, c'est que les vignettes sur le deuil prolongé, quand les participants, les répondants observaient ces vignettes-là, c'était des attributions de caractéristiques négatives qui émergeaient. Donc, les répondants avaient tendance à considérer les personnes endeuillées vivant un deuil prolongé comme étant moins compétents dans leur deuil. Ils les trouvaient moins chaleureux et moins émotionnellement stables. Puis exprimait aussi le sentiment comme quoi les personnes endeuillées dans les vignettes de deuil prolongé avaient une trop grande sensibilité. Ce qui avait comme résultante que les répondants ont nommé que les émotions et les réactions qu'ils ont vécues quand ils étaient confrontés à ces vignettes de deuil prolongé. Donc, ça les a mis parfois dans des états de colère. Ça leur a créé de l'anxiété aussi de lire ces vignettes-là. Puis, ils ont nommé aussi avoir un besoin d'une plus grande distance sociale entre eux et la personne endeuillée présentée dans les vignettes des études d'Ismaël. Donc, ce qu'on comprend de ces deux études-là, c'est que
L'entourage face à des personnes endeuillées qui expriment plus de réactions de deuil à travers le temps serait plus porté à prendre une distance face à ces personnes-là. Une autre étude regroupant 510 répondants non endeuillés, encore une fois, qui présentait, elle aussi, cette étude-là, des vignettes fictives qui présentaient des conjoints et des conjointes endeuillés. Dans ces vignettes, ça le fait émerger que les répondants non endeuillés avaient la croyance qu'un deuil devait durer 1 an et moins. Donc, il y avait 59 des répondants qui ont soulevé qu'un deuil devait durer 1 an et moins. Ce qui a émergé aussi, c'est que quand ils étaient confrontés à des vignettes fictives qui présentaient un deuil prolongé, ça leur créait de l'inconfort à l'intérieur d'eux de lire qu'il y avait des réactions de deuil qui perduraient au niveau du temps. Ce qui a fait en sorte que leur réaction première, c'était d'augmenter le désir de distanciation sociale face à ces personnes endeuillées-là. Ce qu'on comprend, qui est en lien aussi avec les 2 études précédentes, c'est que plus les personnes endeuillées présentées dans les vignettes avaient un niveau de détresse jugé plus important, au niveau de la durée, au niveau de l'intensité aussi des réactions de deuil, plus les répondants étaient mal à l'aise et préféraient prendre leur distance de ces personnes. Ce qui est intéressant aussi de cette étude, au niveau de la discussion qui a été apportée, c'est quand les répondants ont répondu au questionnaire, ils ont soulevé que les personnes endeuillées devaient exprimer leur chagrin, que quand ils vivent des réactions de deuil, quand ils vivent leur peine, quand ils vivent leurs émotions, ils devaient les exprimer. Cependant, quand ils ont été confrontés aux vignettes qui présentaient un deuil prolongé, ben ceux-ci ont vraiment indiqué qu'ils préféraient prendre une distance face à cette personne-là endeuillée qui présentait un deuil prolongé. En bref, ce qu'on peut comprendre de cette étude, c'est que les attentes sociales que, que- qui sont attendues de l'entourage face aux personnes vivant des deuils, c'est que ils veulent que les personnes endeuillées expriment leur deuil. Ils reconnaissent que les personnes endeuillées doivent exprimer leurs émotions, mais ces personnes-là endeuillées, souvent, sont plus à risque aussi de se trouver plus isolées parce que leur entourage désire prendre une distance quand ils vivent des émotions reliées à leur deuil. Une autre étude regroupant 226 personnes endeuillées ayant perdu un proche, tout type de relation avec le défunt confondu. Donc, ça peut être un conjoint, conjointe, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ainsi de suite. Vous voyez l'image. Donc, dans cette étude-là, les gens qui présentaient un score plus élevé sur l'échelle de mesure de deuil prolongé avaient un moins grand soutien social de la part de leur entourage, ce qui faisait en sorte qu'il y avait une plus grande intensité au niveau de l'échelle des symptômes dépressifs. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien entre deuil prolongé, moins de soutien, puis un impact aussi au niveau des réactions de deuil, au niveau des conséquences du deuil d'avoir des symptômes au niveau dépressif. On est rendu à la portion où est-ce qu'on va observer la recension des écrits, mais d'un point de vue des réactions de la personne endeuillée face aux attitudes de son entourage. La première étude qui s'est intéressée à l'aide médicale à mourir, donc le deuil après une aide médicale à mourir, c'est une revue systématique, excusez-moi, composée de 10 articles. Donc, ce qui ressort, c'est que l'anticipation des réactions négatives de la part de l'environnement. Donc, quand les personnes endeuillées vivaient un deuil suite à une aide médicale à mourir, il y avait une anticipation des réactions négatives de la part de leur environnement social. Donc, ce qui ressort, c'est qu'ils avaient une crainte du jugement, la peur d'un manque de compréhension aussi de la part de leur entourage, puis une peur d'être stigmatisés. Ce qui entraînait les réactions de la personne endeuillée de ne pas vouloir parler des causes du décès, donc d'éviter d'aborder ce sujet-là, de ne pas vouloir adresser quelles sont les raisons du décès, quelles sont les causes du décès. Ça entraînait aussi par la force des choses un isolement social afin d'éviter d'adresser ce sujet-là. Une autre étude qui s'est intéressée au deuil périnatal, donc ils ont questionné 15 mères qui ont vécu un deuil périnatal. Donc, la perception des mères face à leur environnement social, c'était qu'il y avait un manque de reconnaissance de leur perte, puis qu'il y avait une stigmatisation concernant leur deuil
Donc, le deuil périnatal, pour eux, était un deuil qui était stigmatisant. Ce qui avait comme résultante que les mères ont tendance à vivre plus d'isolement, donc à s'isoler, puis à éviter le regard aussi de leur réseau social. Ce qui est intéressant, c'est que même si les mères ont préféré prendre une distance sociale face à leur environnement, parce que justement, ils avaient peur au niveau de la stigmatisation puis du manque de reconnaissance face à leur perte, elles mentionnent tout de même souffrir de cet isolement-là, même si c'est elles qui ont créé cette distance sociale. Une autre étude qui est un examen de la portée qui est composé de 42 études sur le soutien social en contexte de deuil ont nommé la notion d'image projetée. Donc, l'image projetée que la personne peut se créer une certaine forme de façade autour d'elle. Donc, si cette personne-là a un grand cercle social autour d'elle qui gravite, ça peut envoyer l'image à l'entourage, comme quoi la personne endeuillée a moins besoin de soutien, a moins besoin d'être accompagnée parce qu'elle est déjà très entourée au niveau de son cercle social. Ça envoie aussi l'image que la personne endeuillée vit bien son deuil parce qu'elle est en contact avec plein de personnes autour d'elle. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que la quantité de personnes gravitant autour de la personne endeuillée projetterait l'image que la personne endeuillée a ses besoins relationnels qui sont déjà comblés. Pour ce qui est de la méthodologie, donc la recension des écrits, on a vu vraiment les attitudes de l'entourage, puis par la suite, les réactions des personnes endeuillées face aux attitudes de leur entourage. Au niveau de la méthodologie de ce projet d'étude, donc c'est une étude qualitative, phénoménologique, interprétative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la collecte de données s'est faite en 2 temps, donc en 2 phases. La première phase, c'était un questionnaire sociodémographique avec une entrevue individuelle semi-structurée, qu'on va voir quelques éléments ensemble. Puis par la suite, la deuxième phase était un focus group. Donc, lorsque le questionnaire et l'entrevue individuelle semi-structurée a été fait, il y a eu une première analyse qui a été faite. Puis par la suite, suite à cette analyse-là, on a ressorti vraiment les mots-clés qui ressortaient de la bouche des participants pour aller les questionner dans un focus group. Donc, c'est les mêmes participants à la phase 1 qu'à la phase 2. Je tiens tout de même à vous dire que quand vous allez voir les verbatims que je vais vous présenter, il y a certains noms qui ressortent plus que d'autres. C'est tout simple, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont malheureusement pas participé au focus group finalement. Donc, il y a certains noms qui vont revenir plus souvent étant donné que j'ai beaucoup plus de contenu pour ces participants, tout simplement. Au niveau de l'échantillon, donc, c'est 10 personnes endeuillées qui ont perdu un proche il y a 1 an et moins. Donc, la participante qui a perdu son proche, puisque ça faisait le plus longtemps, c'était vraiment à partir d'1 an. Tout type de décès aussi, donc que ce soit un deuil qui est subi, donc qui est attendu, ou un deuil qui est subi, donc qui n'est pas attendu, puis un deuil anticipé qui est entendu. On a aussi de tous âges, passant de 30 ans à 78 ans, puis tout type de relation aussi avec le défunt. Donc, c'est vraiment une étude qui visait à aller explorer cette notion-là. Donc, on y a été quand même large au niveau de notre échantillon, au niveau du type de relation avec le défunt. Donc, il y a des gens que c'est des conjoints-conjointes, il y en a que c'est des parents, il y en a que c'est des enfants, d'autres que c'est la fratrie. Je vous présente ici un sommaire des participants qui ont participé à cette étude. Donc, on voit qu'on a une majorité de femmes, donc on a 8 femmes pour 2 hommes. On voit la distribution aussi au niveau des âges, le type de relation aussi avec la personne défunte, puis le nombre de mois aussi qui s'écoulent depuis le décès. Je vous présente ici quelques petits extraits du canevas d'entrevue semi-structuré, juste pour que vous ayez en tête un petit peu quel genre de questions qui ont été abordées pour arriver au résultat que je vais vous présenter. Donc, une des questions qui a été abordée avec les 10 participants, c'est: pouvez-vous me raconter un ou des moments marquants de votre expérience de deuil en lien avec votre entourage? Un autre élément, une autre question, c'est: comment, selon vous, vos relations avec votre entourage teintent votre expérience de deuil? Donc, vraiment, les entrevues se visaient à vraiment aller explorer au sens large
Donc, de ne pas guider nécessairement le participant sur un sujet qui est spécifique, mais de le laisser aborder qu'est-ce qui était le plus important, le plus saillant pour lui. Au niveau des extraits du Canva du focus group, donc, comme je vous disais, on est vraiment parti des verbatims tels quels, donc en utilisant les propres mots des participants dans les verbatims des entrevues individuelles. Donc, on posait la question, quand vous lisez ces phrases, quel sens donnez-vous à celles-ci? Donc, les phrases étaient, il y a une pression sociale ressentie lors d'un deuil. Une autre type de phrase, c'est, après un décès, nous ressentons un besoin d'espace. La souffrance se vit en silence. On peut se sentir abandonné par son entourage. Les gens sont perçus comme aidants. Après un décès, il faut écouter ses limites. Le sentiment de devenir inadapté socialement. La vie n'est plus comme avant pour moi, mais la vie continue pour mon entourage. Le processus de deuil engendre une redéfinition de qui je suis. Donc, un à la suite de l'autre, dans les focus group, je demandais aux participants de me donner la signification de ces phrases-là pour eux. Est-ce que ça collait à leur réalité? À quoi ça leur faisait penser? C'était quoi la signification de ces phrases-là pour eux? Donc, l'analyse qui a été faite, c'est une analyse phénoménologique interprétative. Ce type d'analyse-là, dans ce projet d'étude, est très pertinente parce qu'elle permet une exploration approfondie des expériences vécues. Elle permet aussi une compréhension du sens que les personnes se font de ces expériences vécues. Elle permet aussi un accent sur l'aspect particulier et unique de l'expérience de chaque individu qui a été en entrevue individuelle ainsi que dans les focus group. Le plan d'analyse, je vous ai mis les étapes qui ont été suivies. Donc, en premier lieu, il y a eu une retranscription des entrevues mot à mot. L'entièreté de la retranscription s'est faite par moi. Donc, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de relecture aussi de ces retranscriptions-là. Deuxième étape, multiples lectures et écoute de l'entrevue en annotant les marges de droite avec des thèmes préliminaires ou des idées qui émergeaient, des choses qui étaient selon moi, des thèmes ou sinon des notions, des idées, ainsi de suite. Troisième étape, c'est vraiment la recherche de patterns, la recherche d'associations, de connexions aussi à travers tous les extraits des participants. Quatrième étape, c'est l'émergence des thèmes en les inscrivant dans la marge de gauche. Donc, vraiment des thèmes un peu plus concrets, un peu plus précis, un peu plus définis. Donc, des mots-clés, des concepts clés. Puis par la suite, la cinquième étape, c'est vraiment la création de l'arbre de code qui a émergé. On arrive aux résultats. Donc, les résultats des thèmes et des sous-thèmes, nous avons 3 thèmes. Donc, le thème 1, l'ambivalence créée par les relations. Le thème 2, la recherche d'équilibre. Puis le thème 3, la signification des relations. On va y aller vraiment un à la suite de l'autre. Pour le thème 1, l'ambivalence créée par les relations, le premier sous-thème, c'est de ressentir le besoin d'espace. Par la suite, on a être apaisé quand on s'y attend le moins et ainsi respecter son rythme malgré la pression sociale. Donc, de ressentir le besoin d'espace, nous avons Clara qui nous nomme « C'est comme si pour moi la pression des autres, c'était trop. On voulait tellement me couvrir, tellement savoir que j'allais bien. C'est comme si j'étais étouffée, que j'étais un enfant de 6 ans. Ça a tellement été lourd de devoir justifier à tout le monde alentour de moi. Si j'avais pu m'enfuir dans le bois pendant 3 mois puis ne parler à personne, j'aurais été contente. » On a Sophie qui nous dit « Les gens sont souvent au-devant. Des fois, ça peut devenir tannant, mais je suis assez forte pour être capable de leur dire que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas nécessairement besoin que les gens soient en avant de moi. » Pour le sous-thème « Être apaisé quand on s'y attend le moins », nous avons Elisabeth qui nous dit « Le jour que mon frère est décédé, l'éducatrice à mon fils à la garderie l'a amené directement chez elle pour souper, puis elle l'a gardé toute la soirée. Mes collègues sont venus me porter à manger pour être certains que je n'ai pas à cuisiner. J'ai eu du support incroyable.
Les personnes que je m'attendais le moins, c'est eux autres qui ont été le plus présents. Il y a des gens qui ont été magnifiques, qui ont été là vraiment pour moi. Puis pour eux, c'était comme, ça va de soi, voyons. On a Stéphane qui nous dit, j'ai fait connaissance d'une nouvelle personne. Je ne pensais pas qu'une amitié pouvait se développer rapidement. On ne parle pas d'amour, on parle d'amitié. C'est une femme. Puis je l'ai vue 2 fois, mais ça a tellement cliqué qu'on s'écrit régulièrement. Puis je le répète, ce n'est pas une question d'amour. Je ne pensais pas, mais ça l'amène un baume encore plus à ma souffrance. Pendant que tu penses à autre chose, ben tu souffres moins. Donc, on voit vraiment dans ces 2 verbatims-là que ce n'est pas nécessairement les personnes qui s'attendaient qu'ils soient présents pour eux dans leur deuil qui sont les personnes significatives pour eux dans leur deuil. Pour le 3e sous-thème de l'ambivalence créée par les relations, le 3e sous-thème étant de respecter son rythme malgré la pression sociale. On a Elisabeth qui nous dit « C'est juste un sujet qui est lourd, le suicide de mon frère. Les gens sont habitués aussi de me voir keep going. Oui, les gens sont habitués à ça de moi. De voir leur malaise fait que j'en parle beaucoup moins. Et ça fait que je l'ai mis sur pause, mon deuil. » Gilles nomme « Quand mon ancien ami m'a vu, il s'attendait à voir l'ancien moi, avec une joie de vivre. Mais on n'est plus là. Oui, la pression, il y en a une. » Anaïs nous dit « Les gens s'attendent à ce que tu réagisses d'une certaine façon en fonction d'un calendrier qui n'existe pas. La pression est là pour que nous soyons dans une forme de moule et que tout le monde le vit pareil. Les gens ont des attentes de comment cela devrait être vécu. Certainement sur combien de temps tu devrais avoir de la peine, combien de peine tu devrais avoir. Les gens évaluent ça. » Annie nomme, des fois les gens font, c'est beau, il va falloir que tu en reviennes. Ça fait genre 8 mois qu'il est mort, ton père. Elisabeth rajoute, quelqu'un m'a dit, ah oui, ton frère est mort, mais ça fait quelques mois, donc tu dois aller bien. Ça fait qu'au fil des mois, je ne ressens plus le besoin d'en parler. Mais je ne sais pas encore si je devrais en parler de mon processus et que je l'ai juste mis sur pause ou que je me suis détachée du fait que pour les gens, ça devrait être correct après tant de temps. Donc, on voit que vraiment cette pression-là sociale amène des questionnements quant à son rythme. Clara dit, quand tu dis à quelqu'un que tu ne vas pas bien, ah oui, pourquoi? Ben parce que j'ai un parent qui vient de décéder. Ça devient soudainement froid. Elisabeth nous nomme, quand les gens me demandent comment ça va, je ne peux pas élaborer parce que les gens changent de sujet assez rapidement quand tu parles de ça. Ça m'appartient, le malaise. Encore pour le malaise, Gilles nomme, ça les rend un peu mal à l'aise aussi. Le côté malaise dont je veux un peu protéger les autres, et moi aussi finalement. Notre participante nous dit, quand tu en parles, tu te sens comme si tu te dérangeais, comme si tu venais de bousiller la journée de la personne. Après un certain temps, les gens se disent que le deuil est fait, qu'on n'en parle plus et quand tu décides d'en parler, tu te sens mal d'avoir déprimé la personne. Tu t'excuses et tu dois la rassurer en lui disant que tu vas bien. C'est une peine dure à partager que je, c'est une peine dure à partager. Je ne peux pas la partager. J'ai peur, pas de harceler, mais de répéter des choses dures pour moi, mais clairement plus la réalité des autres. J'évite de partager, car je ne crois pas qu'ils soient nécessairement intéressés ou prêts à m'écouter tant que ça. Sophie nous dit, je ne suis pas quelqu'un qui va pleurer devant les gens, mais cela semble permettre aux gens de dire des phrases comme ah, ça doit bien aller, elle ne pleure pas, ou ah, ce n'est pas normal que tu sois comme ça, vis-les tes émotions. Elisabeth nomme, la première fois que j'ai recommencé à sourire, je culpabilisais, car les gens me disaient ah ben finalement tu vas bien. Oui, sur d'autres sujets, je vais bien. Il y a encore des belles choses dans la vie. Parfois, je me demande si je devrais retenir mes sourires.
Ce qui nous amène au thème 2, la recherche d'équilibre. Premier sous-thème, faire semblant. Deuxième, se sentir hors norme et vulnérable. Troisième, apprivoiser une nouvelle réalité. Donc, de faire semblant, Stéphane nomme, je me fais souvent demander comment ça va. J'avoue que des fois, j'aurais envie de dire, ben là, ça ne va pas. Mais je dis ça va. À un moment donné, tu te dis, je vais arrêter de déranger. Fait que tu dis, oui, ça va bien. Quand je ne veux pas débrimer tout le monde tous les 3, 4 jours pour me dire comment ça va, aujourd'hui c'est rough, fait que oui, ça va bien. Manon nomme, si je pleure, il va me demander pourquoi. Puis quand je lui dis que c'est à cause de mes deuils, ben il dit, il va falloir à un moment donné que ça passe. Il va falloir que tu passes par-dessus. Clara nous nomme, après le décès de ma mère, je suis retournée travailler. Tout le monde pensait que j'allais bien. Puis finalement, je me suis cachée, ça n'allait pas. Il fallait que je me force aussi à réapprendre à discuter avec les gens. Et même si tu n'es pas intéressé, ben de faire à semblant parce que tu ne peux pas leur dire. Pour le deuxième sous-thème de la recherche d'équilibre, se sentir hors norme et vulnérable, Maryse nous dit, ça me rend mal à l'aise d'en parler parce que je sens que ce n'est pas la norme. Je sens que ce n'est pas normal de réagir comme ça. Comme ce n'est pas normal, ben de mon côté, je vais le vivre toute seule. Puis je ne ferai pas de chichi avec personne par rapport à ça. Annie nous dit, c'est difficile de s'ouvrir un peu là-dessus. Quand les gens, ils ne comprennent pas trop. Mais tu sais, j'essaie, mais des fois, je suis bloquée. J'ai bien de la misère à m'ouvrir là-dessus. Des fois, j'aime mieux ne pas parler. J'aime mieux garder ça en dedans. Je me dis tant qu'à parler et d'avoir l'air un peu folle. Notre participante nous nomme, j'ai l'impression que j'avais peur d'avoir une étiquette, de porter quelque chose. Quand j'ai recommencé à travailler avec le service à la clientèle, après mon arrêt de travail, j'étais rendue inadaptée sociale. Troisième sous-thème, apprivoiser une nouvelle réalité. Sophie nous dit, c'est d'apprivoiser cette nouvelle réalité-là de famille qui n'est pas toujours évidente. Il y a des fois où je me sens un peu perdue, dans le sens que je me questionne, est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est normal ce que je pense? On a Yvette qui va dans le même sens avec les questionnements d'apprivoiser cette nouvelle réalité-là, qui nous dit, j'ai l'impression que j'ai de la misère à me comprendre moi-même avec ce que je vis. On dirait que je me cherche à savoir ce que je veux vraiment. On dirait que j'ai de la misère avec la confiance. Déjà en partant, je ne me faisais pas confiance, mais on dirait qu'avec ce que j'ai vécu, c'est encore pire. Pourquoi je me cherche tant? Puis pourtant, je me dis, je sais ce que je veux. Tu sais, je sais ce que je veux, mais on dirait que je me mets tout le temps en remise en question depuis son décès. Stéphane nous dit, je me permets de pleurer quand j'ai trop d'émotions. Puis je me permets aussi d'accepter la vitesse de mon cheminement. Parce que moi, je suis gestionnaire dans la vie. Fait que moi, faut que tu opères. Faut que ça roule, faut que ça avance. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas comme ça un deuil. Une journée, ça va bien. Le lendemain, tu peux être 2 jours sur le derrière. Depuis qu'elle est décédée, je n'ai pas ri beaucoup. Puis je ne me permets pas des activités où on peut avoir du plaisir. Je ne suis pas rendue là. Je sais qu'il faut que j'apprenne à revivre, mais je ne me permets pas de le faire parce que justement, elle n'est pas avec moi pour en profiter. Ce qui nous amène au thème 3, la signification des relations. Premier sous-thème, être seul devient vital. Deuxième, prendre conscience que les choses ne changent pas. C'est moi qui change. Troisième, réaliser l'importance des relations. Être seul devient vital. J'ai besoin d'avoir mon espace vital. L'isolement, pour moi, ça a été bénéfique, car j'avais de la misère à gérer mon propre trop-plein. Je n'avais pas besoin de ramasser celui des autres. Gilles nous dit,
Je me suis protégée, moi, par rapport à tout ce processus. Je dis qu'il faut être solidaire, mais parfois plus solitaire par protection. J'ai choisi les 3 S, la solitude, le silence et la sérénité, pour me recentrer, pour mieux rebondir. J'avoue que de m'isoler, ça m'a beaucoup aidé, mais ça fait de la déception un peu alentour de moi. Gilles rajoute, le deuil, c'est un cheminement personnel. Je ne veux pas laisser personne y interférer. Je ne veux pas qu'on empiète sur le caractère spécial que j'avais avec ma fille. C'est une forme de protection que je me fais. C'est un long chemin seul, car la vraie souffrance se vit seule. Comme un gros cratère en dedans de moi. C'est un très grand chagrin, un grand vide. Souvent, je me garde des réserves pour ne pas trop les attrister. Il faut avoir de l'espace pour la tristesse et tout ça, sans avoir à se camoufler. On a Maryse qui nous dit, encore pour le sous-thème Être seul devient vital. À quel point les gens, quand tu leur parles de tes problèmes, ils te transmettent plus leurs craintes à eux. Est-ce que c'est si aidant finalement de parler de nos petites bébites intérieures aux autres? Avec des amis, je trouve que c'est risqué parfois. Souvent, quand tu vas parler, ils vont te donner leur opinion. Puis là, ils vont vouloir ton bien, ils vont vouloir t'aider finalement. Il y a des mots cucu qui ne font pas de sens finalement, qui ne t'amènent pas à donner un sens à ton expérience. Finalement, ça fait juste retarder ton cheminement personnel intérieur. Pour le sous-thème Prendre conscience que les choses ne changent pas, c'est moi qui change. Le deuil m'a appris qu'il faut savourer la vie dans sa grande simplicité, les petits bonheurs du quotidien. Stéphane nous nomme, je travaille beaucoup là-dessus, à vivre le moment présent parce que demain ne m'appartient pas. Puis hier, il est trop tard. Ça l'amène trop de turbulences intérieures de penser trop loin. Il y a Anaïs qui nous dit, l'amitié et l'amour, ça ne s'accumule pas. Ça ne se met pas en boîte. Tu ne peux pas faire des conserves. C'est quelque chose qui se vit tous les jours. Donc, avec les gens qui te restent, c'est le moment. Stéphane rajoute, avant, je ne me serais pas respectée, mais là, je me respecte. Avant, avec mon épouse, quand je n'aimais pas ça, ben, je restais pareil. Maintenant, quand j'ai mal, je m'en vais et c'est tout. Troisième sous-thème, réaliser l'importance des relations. Clara nous dit, il y a des amis que ça a juste coupé les liens parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre que je n'avais pas d'énergie. Avant le décès de ma mère, j'avais une bonne amie, mais celle-là, je l'ai perdue complètement. Je sais qu'il y a eu des pertes, mais les pertes qui ont été faites, ce n'est pas négatif. Les pertes d'amitié que j'ai vécues depuis le décès de ma mère, je les ai tous vues du côté positif. C'est comme si cet événement-là m'avait enlevé le fait de voir le négatif partout. Avant, je voyais beaucoup le négatif toujours en premier. Puis là, j'ai l'impression que ça me permet de contourner ou de ne pas m'attarder au négatif. Tu sais, des fois, il y a de l'intuition là-dedans, puis c'est correct. Mais de retourner, de juste passer par-dessus ça et d'aller juste au positif. Fait que je pense que j'ai eu une dose de négatif, puis là, j'en veux plus. Maintenant, c'est un peu une ouverture à la beauté du monde. Anaïs nous parle de réaliser l'importance des relations. J'avais besoin d'espace, un espace pour moi. J'ai commencé à faire attention à moi quand mon père est décédé, à dire non à des situations avec les autres que je ne voulais plus qu'ils m'envahissent. Probablement car je me sentais déjà envahie moi-même. Tu deviens aussi un peu allergique aux fausses relations, donc tu fais le ménage. Et les gens ne comprennent pas et me plaignent. Mais pour moi, c'est correct car c'est mon choix. Et je vais de mieux en mieux, mais les gens ne comprennent pas. Je réalise que j'ai plus besoin de la pérennité des relations que de la fréquence. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un régulièrement que tu vas avoir une amitié qui est plus développée. Les gens autour de moi sont aidants. Il y en a qui le sont plus. Il y en a que tu t'attendais à ce qu'ils le soient plus, et ce n'est pas le cas. Ça fait relativiser beaucoup, et ce n'est pas grave. Ça fait juste mettre en lumière certaines vérités.
Donc, l'ensemble des thèmes et des sous-thèmes ont été abordés avec les verbatims. Je vous présente maintenant la discussion de ce projet d'étude. Ce qu'on peut dire avec cette étude, c'est que les relations interpersonnelles influencent le deuil. En premier lieu, il y a des réactions de l'entourage. Donc, l'entourage a tendance à donner des conseils ou des opinions qui sont non sollicitées. Ont aussi tendance à proposer des solutions ou à de présumer des trajectoires de deuil à privilégier. Donc, de passer à autre chose rapidement, de changer les idées, ainsi de suite. Donc, de donner des conseils, puis de présumer des réactions, puis de comment la personne endeuillée devrait vivre son deuil. Puis souvent, l'entourage a tendance à aller au-delà des besoins, ce qui peut créer un sentiment d'être envahi, donc un sentiment d'envahissement pour la personne endeuillée. Ces réactions-là de l'entourage sont en lien étroit avec les attentes sociales de l'entourage. Selon l'entourage, la personne endeuillée devrait redevenir rapidement comme avant. Mais les personnes endeuillées ressentent ces attentes-là sociales comme une forme de pression qui va à contresens de leur propre rythme. Comme si l'entourage avait un rythme beaucoup plus rapide que les personnes endeuillées qui, eux, comprennent toute la complexité de leur vécu, de leur deuil. Cette pression-là sociale crée en retour un sentiment de se sentir hors norme et vulnérable, en plus de créer des paradoxes. Il y a de multiples paradoxes qui sont ressentis puis qui sont vécus dans l'expérience de deuil. Un des paradoxes qui émerge de cette étude-là, qui est présent dans quasi tous les verbatims, c'est la notion de présence-distance, donc le paradoxe de présence-distance. À certains moments, les personnes endeuillées ont besoin d'être entourées par leurs proches, puis à d'autres moments, le besoin de prendre une distance de leur entourage prend place. Donc, ces deux états-là, ces deux contradictions-là cohabitent ensemble, coexistent. De vivre ce paradoxe entraîne des réactions pour les personnes endeuillées. Donc, dans le paradoxe de présence-distance, à travers les verbatims, a émergé deux types de réactions vécues, soit faire semblant et s'isoler. Donc, faire semblant que tout va bien, faire semblant que la vie continue, puis que le rythme des gens autour de soi et le rythme de la personne endeuillée aussi. Puis de s'isoler aussi parfois, au lieu de faire semblant, de prendre une distance, puis de le vivre seul, ce deuil-là. Puis cet isolement-là que les personnes endeuillées vivent, ça nourrit leur sentiment de solitude. Mais ce qui ressort aussi, c'est que la solitude vécue, elle permet certaines choses, dont de vivre leurs émotions sans jugement. Donc, c'est une forme de protection de s'isoler, de vivre cette solitude-là. On se protège des jugements, des conseils non sollicités. Ça permet aussi d'être dans la solitude, de réfléchir à qu'est-ce qui a été vécu, à notre histoire, à notre trajectoire de deuil, à les bons moments aussi avec la personne avant qu'elle décède, au moment du décès et par la suite. D'assimiler les différents changements dans leur vie, donc que ce soit par rapport à leur environnement social, par rapport à leur rôle aussi qui se redéfinit dans leur vie, par rapport à leur propre personne aussi qui change, d'entendre mieux aussi leur discours intérieur, qu'est-ce que leur petite voix leur dit, c'est quoi leur ressenti, c'est quoi leur rythme, c'est quoi la signification qu'ils donnent à leur expérience de deuil. Ça leur permet aussi de se comprendre davantage. Donc, la signification des relations interpersonnelles en contexte de deuil, le décès d'un proche entraîne d'énormes changements. Ça fait réaliser, entre autres, l'importance de prendre le temps avec leurs proches, l'importance de la pérennité aussi des relations significatives plutôt que le nombre de relations entretenues. Ça redéfinit aussi les valeurs et les relations autour de soi. C'est des notions qui ont émergé à partir des verbatims. Ces changements-là vécus à travers l'expérience de deuil entraîne une désorientation. Il y a comme une perte de repère qui se crée. Ça s'apparente beaucoup, cette désorientation-là, à la notion d'ambivalence. Donc, on peut dire que les relations interpersonnelles créent de l'ambivalence.
L'ambivalence, c'est une incertitude ressentie en deux aspects. Donc, par moment, la présence des autres me fait du bien. Cette présence-là est apaisante. Puis à d'autres moments, cette présence-là est inconfortable. Donc, c'est une incertitude par rapport à comment qu'on se sent dans son entourage, dans son environnement social. Dans cette ambivalence s'inscrit aussi la quête de repères. Donc, à travers les questionnements, les réflexions, les remises en question de soi, se crée une transformation, oui, des relations interpersonnelles, mais aussi une transformation de soi. Comme on l'a vu dans nos verbatims, ce n'est pas les autres qui changent, c'est moi qui change. Ce qui nous amène au schéma, à la figure qui fait un sommaire de ce projet d'étude. Donc, la personne endeuillée a des réactions de deuil. Ces réactions de deuil-là ont un effet au niveau de l'entourage. L'entourage réagit en fonction de ses attentes sociales. Puis ça fait en sorte que la personne endeuillée aussi réagit. Donc, c'est vraiment un mouvement circulaire entre la personne endeuillée et son entourage. C'est un mouvement circulaire continuel. Dans ce mouvement-là circulaire continuel, il y a la notion d'attente sociale qui est ressentie par la personne endeuillée comme une pression sociale. Ce qui fait vivre des paradoxes, dont le paradoxe de présence-distance. Ce paradoxe-là nous amène à la notion d'ambivalence, donc de se sentir désorienté au niveau de son environnement social, d'avoir des incertitudes par rapport à est-ce que cette présence-là me fait du bien ou cette présence-là est inconfortable. Ce qu'on constate aussi, c'est que la notion d'ambivalence et la notion de sens, donc la signification qu'on donne aux relations, tant la relation avec soi que les relations interpersonnelles, sont interreliées ensemble. Ce qui nous amène à un lien avec le cadre de référence de l'humain devenant. Donc, pour ce qui est de la notion de sens, on le voit aussi au niveau du schéma que ça nous amène à une signification de vivre cette interrelation-là avec les personnes endeuillées et l'entourage. À travers le sens aussi, on a le rythme, donc on le voit à travers les attentes sociales, la pression sociale qui est ressentie de la part des personnes endeuillées. Donc, le rythme diffère de la part de l'entourage qui a un rythme plus rapide, bien souvent, comparativement à la personne endeuillée qui a un rythme qui est différent, qui s'ajuste à la complexité qui est vécue à travers leur expérience de deuil. Pour ce qui est de la co-transcendance, donc le co qui est, je vous rappelle, au niveau de l'environnement, donc vraiment, on le voit ici que l'environnement influence la personne endeuillée. Puis la transcendance, c'est vraiment d'aller au-delà des choses qui sont perçues. Donc, c'est en lien direct aussi avec cette notion-là de paradoxe, d'ambivalence et de sens. Puis la notion de paradoxe, ben, vous le voyez au niveau du schéma, il y a quand même une place importante pour la notion de paradoxe, surtout le paradoxe de présence-distance, qui est très présent dans l'expérience de deuil des participants de cette étude.